Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce point lecture. Je vais vous parler des 5 derniers livres que j'ai lus récemment. Mais juste avant, je suis en train de me concocter une tisane à l'alchimie, une plante peu connue mais qui a pourtant d'énormes bienfaits. On l'appelle également le manteau de Vénus, car c'est la plante des femmes. Elle favorise la circulation sanguine, calme les douleurs de règles ainsi que les douleurs liées à l'endométriose, et elle a aussi un effet bénéfique sur les maladies gastro-intestinales. Elle s'utilise en décoction ou en infusion. Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi la deuxième méthode. Après avoir porté mon eau à ébullition, je laisse les feuilles d'alchimie dans la théière et j'attends 10 à 15 minutes. Et on commence très fort ce point lecture par la légende noire du Moyen-Âge, 5 siècles de falsification de Claire Colombie. C'est une historienne spécialiste de l'époque médiévale et elle a écrit ce livre pour tordre le cou aux idées reçues sur le Moyen-Âge. Alors en effet, c'est une période de l'histoire qui est victime, selon elle, d'une très mauvaise image relayée par certains médias, documentaires et même par l'école. Les principaux stéréotypes que l'on entend régulièrement à son sujet est qu'à cette époque, les gens mouraient de faim, croulaient sous les impôts, qu'ils étaient victimes de maladies comme la peste noire par exemple, et bien d'autres encore. Alors pour Claire Colombie, on a sciemment diabolisé le Moyen-Âge pour mettre en avant les époques suivantes et les valoriser. Sauf que c'est un mensonge historique. Et donc dans ce livre, elle tente de rétablir la vérité. Je vais vous donner quelques exemples pour un petit peu illustrer mon propos. Donc dans son bouquin, elle parle notamment de la famine. Elle dit que c'est impossible que les gens mouraient de faim à l'époque car 90% de la population vivait à la campagne et qu'ils étaient pour la plupart cultivateurs. Ils avaient donc des légumes en abondance. Et en fait, elle raconte qu'il y a une anecdote concernant un écrit qui a été retrouvé datant du Moyen-Âge et qui raconte que les gens mangeaient des feuilles et des racines pour se nourrir. Et que ça avait induit en erreur les gens parce qu'ils en ont fait une mauvaise interprétation. Elle explique que les légumes à l'époque étaient divisés en 2 catégories. Il y avait d'un côté les légumes feuilles, donc les épinards, les choux, et de l'autre les légumes racines, comme les carottes, les navets, etc. Et donc quand les paysans disaient qu'ils mangeaient des feuilles et des racines, en fait, ils voulaient dire qu'ils mangeaient par exemple des carottes et des choux. Donc il y a eu une mauvaise interprétation des textes qui ont été retrouvés de l'époque, et ce qui a engendré des stéréotypes et des mythes un petit peu noirs autour du Moyen-Âge. Elle donne aussi pas mal d'autres exemples, comme les impôts. Elle dit qu'on a l'impression que les gens du Moyen-Âge croulaient sous les impôts et qu'il y avait une sorte de domination entre les forts et les faibles, donc les forts représentés par les seigneurs et les faibles qui seraient les paysans. Mais elle dit que c'est totalement faux et que si on compare par exemple à notre époque actuelle, on paye bien plus d'impôts que les gens du Moyen-Âge. Et en plus, elle dit qu'il y a des impôts par exemple comme la gabelle, dont on entend souvent parler et qui en fait n'a jamais existé au Moyen-Âge mais bien après. Donc il y a aussi des anachronismes et puis des mauvaises interprétations. Elle parle aussi de la peste noire qui a duré 10 ans. Alors c'était une peste par contre qui était très ravageuse puisqu'elle a décimé quand même 30 à 50% de la population européenne à l'époque. Mais il faut quand même se rappeler que le Moyen-Âge est une période qui s'est étalée sur 1000 ans. Donc comparé aux 10 ans de peste noire, c'est un peu, Enfin, c'est un peu grotesque de dire qu'au Moyen-Âge il y avait la peste, puisque ça a duré vraiment sur une courte période comparé aux 1000 ans qu'a duré le Moyen-Âge. Donc c'est vraiment un livre extrêmement intéressant, j'ai appris beaucoup de choses en le lisant. Ça permet d'avoir un regard critique sur cette période que je connaissais peu, et dont j'avais vaguement entendu parler à l'école, mais c'est vrai que j'avais moi aussi ces stéréotypes en tête et ces mauvaises idées sur le Moyen-Âge.
Donc finalement, c'est très intéressant de remettre en cause nos idées préconçues et de changer un petit peu tout ce qu'on a dans la tête et voilà, de se remettre en question quelque part. Donc si vous voulez en savoir davantage, parce que là je vous l'ai fait vraiment en rapide, je peux pas tout détailler parce que c'est vraiment un bouquin très complet, très riche, et ce serait vraiment trop long d'en parler en large, enfin en long, en large et en travers. Mais vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a deux conférences qu'elle a données, enfin c'est une conférence mais en deux parties, qui reprennent un petit peu les idées du livre. Donc voilà, si le sujet vous intéresse, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et il y a aussi deux auteurs qu'elle cite dans ses conférences et dans le bouquin qui semblent intéressants. Il s'agit de Régine Pernoud, qui a pas mal écrit sur le Moyen-Âge, et qui reprend également les idées de Claire Colomby, comme quoi on serait vraiment pétri de stéréotypes sur cette période de l'histoire. Et il y a également Jacques Herz. Donc voilà, ces deux auteurs, si le sujet vous intéresse, vous pouvez creuser également avec eux. Ensuite, j'ai lu Récits de l'exil, volume 1 de Nina Berberova, qui est un recueil de 5 petits romans. Alors je l'ai surtout acheté pour pouvoir lire L'Accompagnatrice, qui est le plus connu des 5 et dont j'avais beaucoup entendu parler. Et je dois dire que j'ai bien aimé. Donc je vous avais présenté ce livre dans mon book haul consacré à l'art dans la littérature et j'ai fait une erreur en vous le présentant, puisque je vous avais dit qu'il s'agissait d'une pianiste qui cherchait une accompagnatrice. Or, je me suis trompée, il s'agit d'une cantatrice. Donc voilà, désolée pour la petite erreur, et je m'en suis rendu compte en lisant le bouquin, mais la couverture m'a un petit peu perturbée, et je sais pas pourquoi j'ai dit pianiste dans mon book haul. Bref. Donc c'est bien une cantatrice qui va faire appel à une jeune fille qui est issue d'un milieu très pauvre. Et donc quand elle va entrer dans la maison de sa future patronne, elle va être sous le charme, elle va être émerveillée par la chaleur, la décoration, le petit chat bleuté qui s'y promène, enfin elle va être totalement sous le charme. Mais très vite, on sent que ça va basculer et qu'elle va sombrer dans la jalousie. Et la jalousie va être de plus en plus forte et ça va devenir de la malveillance. Alors que sa patronne, la cantatrice, est toute gentille avec elle. Donc on la trouve un petit peu injuste de ressentir ses sentiments. D'autant plus que Nina Berberova ne nous en dit pas beaucoup en fait sur l'origine de sa jalousie. On ne sait pas si ça vient du côté riche. Donc est-ce qu'elle est jalouse de la richesse de sa patronne, de sa beauté puisque c'est une femme très belle, ou alors de son talent qu'elle n'a pas. Donc on a un petit peu la porte ouverte à plusieurs interprétations et donc c'est au lecteur d'en faire son choix. Donc j'ai beaucoup aimé l'histoire en elle-même, j'ai trouvé que le portrait psychologique des femmes était intéressant. L'intrigue également, et la façon dont se termine l'histoire, enfin je m'y attendais pas, et j'ai bien aimé en fait comment ça monte crescendo au niveau de la jalousie, et à quel point ça se termine par de la malveillance et de la méchanceté. J'ai bien aimé l'ambiance qui se dégageait du roman, la plume de Nina Berberova, et donc tout le décor russe, enfin on est dans la Russie à la fois pauvre et très riche, donc il y a un contraste entre les deux qui est très intéressant. Donc voilà pour l'accompagnatrice, et pour les autres, eh bien, c'est très en dessous, enfin j'ai pas vraiment accroché. J'ai trouvé que vraiment il y avait que l'accompagnatrice qui valait le détour, les autres étaient beaucoup moins bien travaillés. Ce ne sont pas des courts romans en tout cas qui me laisseront une marque indélébile. Pour vous dire, je me rappelle pratiquement plus des histoires, il a fallu que je refasse des recherches parce que ça m'était un peu sorti de l'esprit. Donc grosso modo, par exemple dans Rock'n'Val, qui est le deuxième petit roman, on va suivre une ancienne famille russe qui perd peu à peu tous ses privilèges et sa fortune, et ils vont perdre leurs belles propriétés. Donc c'est assez nostalgique, on va les voir un peu, perdre tout ce qu'ils ont de plus cher et vivre dans l'ancien temps, quoi. Ils vont avoir de la nostalgie quand ils vont repenser au passé, donc c'est assez triste. Et donc c'est surtout l'ambiance qui est intéressante. Là encore, la plume de Nina Berberova, puisqu'elle écrit très bien.
Elle va à l'essentiel, c'est sans fioriture, c'est assez clair, net. Mais j'ai trouvé que l'histoire en elle-même n'était pas assez percutante. Et c'est un petit peu ce que je reproche aussi aux autres histoires finalement. Par exemple, il y a aussi la résurrection de Mozart qui est la dernière nouvelle. Donc là, cette fois-ci, on est en 1940 à Paris. Et un groupe d'immigrés russes discute un soir de juin des personnages historiques qu'ils aimeraient faire revivre, faire ressusciter. Et donc plusieurs noms fusent, il y a Napoléon, enfin il y en a plein comme ça qui viennent dans la conversation. Et la maîtresse de maison va parler de Mozart. Et subitement, le lendemain, un homme se présente et il est assez mystérieux. Il demande à être hébergé puisqu'il y a eu des bombardements sur la ville de Paris. Et elle lui ouvre sa porte et voilà, donc on fait un petit peu le lien avec Mozart puisqu'on en sait, enfin, on sait pas grand-chose sur le personnage et il nous intrigue. Et comme ils ont eu cette conversation la veille, c'est assez, comment dire, intriguant qu'il y ait un homme comme ça qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe dans la maison. Mais bon, ça retombe un peu comme un soufflet de fromage, c'est pas assez percutant, quoi. Donc là encore, l'ambiance est intéressante, ça aurait mérité d'être creusé davantage, elle aurait pu faire quelque chose d'intéressant avec ce début d'histoire, mais malheureusement, la sauce ne prend pas, et en tout cas, moi, j'ai pas vraiment été séduite. Donc pour ce volume 1, je dirais qu'à part l'accompagnatrice, les autres sont un petit peu en dessous. Donc je vous recommande fortement l'accompagnatrice et beaucoup moins les autres. Ensuite, j'ai lu La Perle de John Steinbeck. Alors là, on est dans la péninsule mexicaine de la Basse-Californie et on suit une petite famille, Kino le père, Juana la mère et leur petit garçon de quelques mois, Coyotito. Ils sont très pauvres mais heureux malgré tout, jusqu'au jour où Coyotito se fait piquer par un scorpion, et là les ennuis commencent. La mère se rend compte que ses remèdes naturels à base de plantes n'arrivent pas à le soigner, et il décide de se tourner vers la médecine classique et d'aller voir un médecin blanc, mais ce dernier va les envoyer balader quand il comprend qu'il ne pourra pas être payé. Les parents sont révoltés et comprennent qu'ils doivent travailler davantage. À son retour, Kino plonge dans l'océan et tombe sur une perle énorme. Et tout de suite, il court avertir son épouse et tous les deux pensent que ça y est, ils sont sortis d'affaires et qu'ils ont fait fortune. Et bien sûr, ils vont être soulagés en pensant qu'ils vont pouvoir soigner leur fils grâce à la médecine traditionnelle. Mais à partir du moment où ils possèdent cette perle, plus rien va ne se passer comme prévu et tout un tas de malheurs va s'abattre sur eux. On va tout d'abord tenter de les escroquer en leur proposant un prix dérisoire pour leur perle alors qu'elle vaut des millions. On va ensuite vouloir les tuer, on va mettre le feu à leur habitation et en fait ils vont vivre dans la peur constante d'être volés, escroqués, ils vont vivre vraiment dans des drames en continu. Et jusqu'à se poser la question de est-ce que vraiment on doit garder cette perle ou s'en débarrasser, puisque avant ils étaient heureux, même si leur fils est tombé malade, ils ne se posaient absolument pas de questions quant à l'argent. Donc ce livre est assez court et en fait finalement c'est plutôt une parabole pour se poser des questions autour de l'argent, est-ce que vraiment l'argent fait le bonheur, enfin c'est assez ouvert. Steinbeck ne donne pas vraiment de réponse à tout ça, mais laisse plutôt le lecteur libre choix de ses interprétations. Donc c'est assez intéressant et c'est un petit livre qui fait réfléchir, qui est très agréable à lire. Steinbeck a vraiment une force d'écriture incroyable et on sent la tension qui monte au fil des pages et on ne peut vraiment pas décrocher du livre. C'est très prenant et ça laisse à réfléchir. Donc c'est vraiment un livre que je vous recommande à 100%. Qui se lit très vite, il fait une centaine de pages seulement, donc en une soirée c'est bouclé. Et vraiment une très bonne lecture, et Steinbeck est un auteur que j'ai envie de découvrir davantage. J'avais vu Des souris et des hommes il y a très longtemps, mais j'ai vraiment envie de me procurer le bouquin, et ça doit être vraiment un chef-d'œuvre. Ensuite j'ai lu L'Ornière d'Hermann Hesse, qui est un auteur allemand, et c'est un des premiers livres qu'il a écrit. Dans ce livre, il raconte l'histoire de Hans, un surdoué, un enfant qui a des capacités intellectuelles hors normes, et qui va être encouragé par son maître et par son père à se présenter à un concours pour intégrer un séminaire de renom,
qui dispense des cours de qualité. Il arrive seulement deuxième, ce qui est vu comme un échec par son père, et ce dernier va le pousser à travailler tout l'été pour rattraper son retard. Il obéit, contraint et forcé, et finit par rejoindre le séminaire en question en tant que pensionnaire, où il travaille d'arrache-pied. Là-bas, il est entouré de jeunes garçons comme lui avec des QI très élevés et qui ne font que travailler pour satisfaire leurs parents. Alors on sent que le jeune garçon Hans souffre terriblement de ce mode de vie et d'avoir des capacités intellectuelles hors normes. En fait, il voit ça un peu comme une tare, comme un frein au bonheur. Son rêve, c'est de pêcher, d'être proche de la nature, c'est un être très sensible, et tout ce qu'il apprend à l'école, donc les leçons de mathématiques, le grec ancien, tout ça lui passe au-dessus de la tête. En fait, il travaille juste pour satisfaire son père et son maître. Donc en fait, on l'empêche d'être heureux, d'être un enfant. C'est un livre assez sombre qui montre bien les dangers du surinvestissement des parents sur les enfants. Et certains parents mettent beaucoup de pression sur leurs épaules pour qu'ils réussissent à tout prix, mais finalement, tout ça au prix de leur jeunesse, de leur enfance, qui est sacrifiée et finalement qui les rend très malheureux. Donc à aucun moment, en fait, on ne sent les étoiles briller dans les yeux du petit garçon. Et même quand il retourne chez lui, donc dans la maison de son père pour Noël, l'ambiance n'y est pas. En fait, sa mère est décédée quand il était enfant, donc il a juste son père comme parent. Et même si son père est content de le revoir, qu'il essaye d'être un peu joyeux, on sent bien que la sauce ne prend pas et que Hans est toujours dans une ambiance soit de travail, soit assez morose. Et en fait, à travers ce livre, l'auteur Hermann Hesse parle de sa propre enfance, c'est autobiographique, puisqu'il a lui-même été envoyé dans une école en pension et il en a beaucoup souffert. Il a détesté le côté rigide et brutal de l'éducation qu'il a reçue, parce que forcément on peut apprendre des choses de façon ludique et en s'amusant. Et lui, il a reçu ça de manière très violente. Donc il dénonce en fait sa jeunesse brimée et malheureuse dans ce bouquin. Alors j'ai beaucoup aimé ce livre, c'est magnifiquement bien écrit. Et par contre, l'ambiance est très lourde, très pesante. On ressent vraiment tout le côté morose du petit garçon. Et donc si vous n'aimez pas les livres un peu comme ça, très lourds, très tristes, il faut mieux pas vous tourner vers ce bouquin. Mais sinon, le message passe très bien. C'est un très beau message aux parents qui mettent la pression sur leur enfant. En fait, c'est pas forcément en réussissant le côté études et professionnel qu'on devient un adulte heureux et épanoui. Donc voilà un petit coup de cœur pour ce livre que je vous recommande chaudement. Et on termine par le meilleur, l'œuvre de Zola. C'est le 14e volume des Rougon-Macquart et c'est la suite logique de L'Assommoir. Alors je l'ai vraiment pas fait exprès parce que cette année j'ai lu L'Assommoir et Nana, entre autres. Et donc Nana était déjà la suite de L'Assommoir puisqu'on retrouvait Anna Coupeau qui est la fille de Gervaise Macquart et de Coupeau. Et cette fois-ci on retrouve le fils, Claude Lantier, qui est le fils de Gervaise Macquart et de son premier conjoint, Auguste Lantier. Donc dans ce livre, on va parler peinture, puisqu'on est en présence d'un homme qui est doué pour la peinture. Il a été repéré à l'âge de 8 ans à Plassans par un vieux monsieur qui a tout de suite vu qu'il avait des talents de dessinateur, et il l'a emmené avec lui pour un petit peu l'éveiller à tout ce qui est artistique et l'entraîner à peindre et tout ça. Donc là, au début de l'œuvre, on se retrouve à Paris, il pleut, et donc sous l'averse, on a Claude Lantier qui croise le regard de Christine, une jeune femme qui est venue à la capitale pour travailler. Et dès les premières lignes du bouquin, je me suis dit c'est bon, c'est un coup de cœur, c'est un chef-d'œuvre, je vais adorer l'œuvre de Zola. Alors effectivement, j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Il y a eu quand même des petits moments de flottement où il y avait un peu trop de descriptions, où c'était un petit peu redondant. Mais globalement, j'ai énormément aimé, c'est un coup de cœur. Donc je vous en dis un peu plus quand même sur l'histoire.
En fait, Claude Lantier est un peintre maudit. Tout ce qu'il fait est un petit peu en avance sur son temps parce qu'avec une bande d'amis, ils vont essayer d'inventer un nouveau courant artistique, mais qui forcément ne plaît pas parce que il est un peu trop avant-gardiste. Et donc, ils vont être à chaque fois refusés. Ils sont dans des salons où on présente des œuvres et à chaque fois on refuse ces œuvres, on dit que ça ne plaît pas, que ça ne plaira jamais au public. Et donc à chaque fois il essuie refus sur refus. Et pour lui c'est un crève-cœur à chaque fois d'être à ce point rejeté. Donc il y a aussi le salon des refusés. C'est en quelque sorte une seconde chance aux artistes où on présente un petit peu tous les tableaux qui ont été refusés et on leur laisse comme une deuxième chance pour être exposé au public. Mais là encore, Claude Lantier n'a pas plus de succès qu'au premier salon. Donc voilà un petit peu le portrait de Claude qui est malgré tout un passionné, un acharné du travail. Il peint nuit et jour et ça empiète même sur sa vie privée. Puisque vous l'aurez compris, la rencontre avec Christine au départ ne va pas être due au hasard puisqu'il va faire sa vie avec. Alors c'est pas vous spoiler que de vous dire ça parce que ça arrive très vite dans le bouquin. Donc il va l'épouser, mais le problème c'est que la peinture va prendre énormément de place dans sa vie et elle va se sentir un petit peu comme mise de côté. Elle va d'ailleurs servir de modèle à Claude et va finir par être jalouse des femmes qu'il est en train de peindre, même si elle lui ressemble terriblement puisque c'est elle le modèle. Mais elle va en avoir assez de passer au second plan et d'être toujours mise de côté, alors que la peinture prend une place vraiment énorme dans la vie de Claude. Alors il faut savoir que la peinture occupe une place très particulière dans la vie de Zola, puisqu'il est ami depuis l'enfance avec Paul Cézanne, qui est un peintre un peu incompris pour l'époque puisqu'il est avant-gardiste, en avance sur son temps, et il propose des choses un petit peu différentes de ce qu'on propose à l'époque. Et donc il s'est inspiré de Paul Cézanne pour créer son personnage de Claude Lantier, mais quand ce dernier va l'apprendre, il va pas du tout apprécier puisque Claude Lantier est quand même quelqu'un de colérique qui casse ses toiles quand ça ne lui plaît pas. Et c'est aussi un être dépressif et mélancolique, donc forcément le portrait est peu flatteur. Cette histoire a d'ailleurs fait l'objet d'un film, Cézanne et moi, sorti en 2016, et dans le rôle de Zola on retrouve Guillaume Canet, et dans le rôle de Paul Cézanne, Guillaume Gallienne. Donc je n'ai pas du tout vu le film, mais ça m'intéresse maintenant que j'ai vu l'œuvre, j'ai envie de voir le film et un petit peu ce qui s'est passé entre les deux artistes. En tout cas, pour revenir au bouquin, j'ai énormément aimé, forcément je vous le recommande très chaudement. Si vous avez lu l'Assommoir, bah, c'est très bien de continuer par l'œuvre, ou même Nana, mais l'œuvre est vraiment... c'est extrêmement bien écrit, on est vraiment au plus proche de la psychologie des personnages, voilà, c'est quand même un volume assez noir par contre, il est très sombre. Parce qu'il parle quand même de dépression, d'un artiste maudit, donc c'est quand même pas très jovial. Mais bon, de toute façon, toute la série des Rougon-Macquart presque est un peu comme ça. Mais malgré tout, j'ai beaucoup aimé. Il y a quand même quelques petites longueurs, donc je le mettrai quand même pas au niveau de l'Assommoir. C'est pas mon préféré pour l'instant des Rougon-Macquart, mais il est pas loin derrière. Donc un gros coup de cœur pour l'œuvre. Un grand merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour de nouvelles lectures.